Bienvenue à Question d'info. Le chômage augmente, la croissance est en panne. Une autre politique est-elle possible à gauche? Invité de Question d'info aujourd'hui, le co-président du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi député européen. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Mélenchon, Françoise Fressos du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Et tout d'abord, la disparition de Stéphane Hessel à 95 ans. Un parcours, un message. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Eh bien, je nous souhaite à tous d'avoir autant de fraîcheur d'esprit et de capacité d'indignation qu'il en avait lui à 95 ans. Car j'en connais qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont déjà complètement amortis, habitués à la souffrance des autres et qui ne feront rien. Vous nous direz après à qui vous pensez? En général, de tous ceux qui dirigent un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire et qui compte en nombre de pauvres comme il n'en a jamais eu non plus de son histoire et qui ont l'air de trouver ça normal. Et une précision par rapport à Stéphane Hessel, qu'est-ce qui vous indigne, vous, aujourd'hui? Ça, justement. Vous savez, j'ai eu la vie que j'ai eue, et lorsque j'étais enfant, j'étais dans le Maroc très pauvre à l'époque. Et en bas de chez moi, il y avait un mendiant. Il y avait un mendiant tous les 500 mètres. Il y en avait un en bas de chez moi. Et lorsque nous avons été rapatriés, nous n'avons plus vu de mendiants dans les rues. Et maintenant, il y a un mendiant en bas de chez moi. Il y a même une personne qui dort en bas de chez moi. Et il y a un mendiant tous les 50 mètres. Voilà ce qui m'indigne. Cette société cruelle dans laquelle nous sommes tous dressés à la cruauté. Parce que nous passons à côté des gens qui dorment dans la rue et nous ne faisons pas notre devoir d'être humain qui serait de les ramasser, de les aider à se vêtir. Nous ne le faisons pas, vous le savez aussi bien que moi comme les autres. Voilà cette société, ce monde de cruauté, d'égoïsme, de violence que je déteste. Marie-Ève Malouine. Au moment de sa disparition, tout le monde salue la mémoire de Stéphane Hessel, tout le monde lui rend hommage. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une bonne conscience de l'indignation à travers Toujours. ces hommages? Toujours, de toute façon, comme disait Brassens, les morts sont toujours des braves types, pour tout le monde. Hein. Bon, pourquoi pas? Il a été de son vivant aussi. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a un moment où la société célèbre des personnages qui sont ses héros ou des exemples pour les autres. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais oui, je vais noter comme tout le monde ce flot d'hypocrisie, quoi. Si vous êtes tous indignés, alors qu'est-ce que vous faites là, au calme, au chaud, chez vous, à ne rien faire? Et il avait quand même rejoint le Parti Socialiste, ça vous a déçu? Oui, ben, ça prouve sa candeur et sa naïveté de jeune homme. Parce que il a cru que ça pouvait s'arranger, que les socialistes allaient pouvoir être autre chose que des sociaux-libéraux. Il s'est trompé. Mais je ne lui en veux pas. Excusez-moi, on parlera des socialistes après. On va faire une sorte de parallèle entre la situation en France, la mort de Stéphane Hessel et peut-être l'Italie. Françoise Fressos. Oui, il y a un indigné en Italie qui a gagné, ou en tout cas qui a énormément progressé à cette élection, c'est l'ex-comique Beppe Grillo. Alors, vous le situez où? Est-ce que vous le mettez dans les héritiers des SL? Vous pensez que c'est un homme de gauche? Vous pensez que c'est un comique, un populiste? Comment vous le qualifieriez? Je vais avoir du mal parce que son programme mélange des choses extrêmement contradictoires, quoi. D'un côté, il y a des choses que je connais, les meetings sur les places publiques, l'exigence de nettoyer tout le système, que je partage, l'idée d'un changement de civilisation, et puis l'augmentation du salaire minimum à 1 000 euros. Et là, bon, on dit 1 000 euros, vous êtes fous, nous ne supporterons pas la concurrence, ils ne savent pas qu'en France, c'est 1 000 euros. Hein. Donc ça, c'est des choses que je connais parce que je les ai pratiquées. Et puis dans son programme, il y a l'interdiction des syndicats, il y a des choses assez quand même qui rappellent plutôt l'extrême droite que la gauche. Donc je ne cherche pas à caractériser le personnage et son programme. Je pense que la situation est plus grande que lui ou que moi en France. Hein. Ça veut dire quoi la situation? La situation est que notre société européenne se cabre contre les politiques d'austérité, le néolibéralisme qui est un système qui n'est plus légitime aux yeux de l'innombrable masse des gens. Quand je dis n'est plus légitime, c'est-à-dire que ça ne remplit pas les fonctions essentielles qu'on attend de la vie en société. Être logé, nourri, avoir du travail, voilà, des choses simples. Pour l'écrasante majorité de nos concitoyens, ce système n'est pas légitime. Et en plus, il se maintient par l'existence d'une caste politico-médiatique qui tient tout en main, abrutit, assomme, endort, manipule tout le monde. Vous parlez de l'Italie ou de la France, là? Des deux, et de toute l'Europe. En Italie, c'est spectaculaire, parce que les élus sont grassement entretenus.
le Parti communiste est devenu un parti démocrate qui n'a plus de gauche, il ne veut même plus être classé à gauche, il ne veut même plus être classé à gauche, il est classé au centre-gauche, et toute cette machinerie travaille à abrutir et à endormir. Alors, par exemple, certains candidats n'accèdent jamais à aucun média, je parle de l'Italie là, ce qui n'est pas le cas encore en France, sous une forme aussi violente. Mais bref, la société européenne tout entière est en train de se cabrer. Et la chaîne va craquer quelque part. J'en suis absolument sûr, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais j'en suis certain. Alors la chaîne a craqué quelque part en Italie. Sylvie. Oui, parce que Mario Monti, qui est quand même le grand perdant de cette élection, n'a réuni que 10% des voix. Moi, je me réjouis, vous ne pouvez pas savoir. Oui, Monti est une créature de la Commission européenne et de toute la bonne société européenne. Ils ont bombardé ce type qui est un idéologue libéral, sans consistance, qui a le charisme d'une huître, et l'ont mis là. Cet homme a essayé une fois de nous voler le train en nous obligeant, nous les Français, à le donner, le TGV, à Siemens. Ce type a été nommé sénateur à vie et 3 jours après, Premier ministre. Et toute la presse mondiale a encensé le cher Monti. Et là, il paye quoi? Il a pris une tôle. Il paye le fait que... L'austérité, Bien sûr, l'austérité, le libéralisme, son arrogance, sa cruauté, comme le sont tous les libéraux. Ils ont cette espèce de figure, ce masque de pierre. Et ils débitent leurs certitudes qui sont pour les gens des souffrances sans fin. Maintenant, la situation est totalement ingouvernable quand même en Italie. Elle est excellente. C'est-à-dire que ça va craquer, c'est ce que vous attendez? Bien sûr. Ça veut dire quoi, craquer? Ça va craquer, ça veut dire que ce pays est ingouvernable. Peut-être qu'il y aura à nouveau des élections, mais le système s'est bloqué. Et je pense qu'il faut que le système se bloque, puisqu'il est absolument impossible d'arriver à convaincre les élites de changer de ligne politique, que le bon sens évident de choses que nous disons, par exemple, depuis des mois et pour certains des années, à savoir que ce remède va tuer la Grèce, que les pays sont saccagés, que la récession est dans tous les pays, y compris en France, à cause de cette politique, n'est entendue par personne. Je veux dire, dans la superstructure là, vous média. parlez d'économie, mais d'abord politiquement. Vous souhaitez cette crise politique? Vous disiez, BP Grillo, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais vous ne trouvez pas qu'on est un peu dans la situation des années 30, que c'est quand même très grave? Bien sûr, c'est très grave, mais la faute à qui? Non, mais c'est pas le problème. Situation des années 30 ou pas, mais sur quoi ça débouche? C'est tout l'enjeu. C'est pour ça que j'ai créé le Front de gauche avec mes camarades, pour qu'il y ait une force politique d'appui, parce que s'il n'y a pas une force politique d'appui, il se passe qu'il y a en Italie, où nos camarades se sont dans le passé discrédités, divisés en tout petits morceaux. Qu'est-ce que c'est une force politique d'appui? C'est-à-dire vous êtes le réceptacle de toute la colère? On va se battre pour ça, pour être le recours, pour être ceux qui peuvent proposer une politique alternative. On a là des choses à proposer. Je vais prendre un cas tout à fait de science-fiction, mais je serai demain à Matignon, je saurai quoi faire, avec une équipe gouvernementale, avec des économistes. Qu'est-ce que vous feriez? La grande ligne? Non, mais la grande ligne, ça serait quoi? Déjà, on commencerait par prendre une politique de relance de l'activité économique, pas de restriction. Donc moi, je n'accepte pas la politique d'austérité. Mais là, on est en train de changer de sujet, peut-être. Si vous voulez, une seconde, je veux rester sur l'Italie. Excusez-moi, on va revenir là-dessus. Le chaos. Pardon? On a l'impression que vous souhaitez le chaos. Mais non, pardon, je crois que vous vous trompez. Le chaos, c'est maintenant. Ça ne vous concerne pas vous, parce que vous avez un boulot, pas vous, pas moi, mais le chaos, c'est maintenant. C'est pas le changement maintenant, c'est le chaos écoutez, maintenant. 8 millions de personnes dans la pauvreté dans ce pays, 1300 chômeurs de plus par jour, c'est pas le chaos, ça? 266 entreprises industrielles fermées en un an l'année dernière. C'est pas le chaos, ça? Le chaos, c'est maintenant. C'est ce que vous voyez. Mais comme vous êtes habitué à vivre dedans, comme la grenouille dont on a réchauffé l'eau progressivement, l'eau est de plus en plus chaude et la grenouille ne bondit pas. Et on est habitué, mitridatisé à la misère, à la chômage, Monsieur Mélenchon. Écoutez, imaginez-vous que ce soit sous Monsieur Sarkozy qu'il y ait eu 2 personnes qui s'immolent devant un pôle emploi. Imaginez-vous que ce soit M. Guéant qui ait fait un tir de flashball sur un ouvrier de 25 ans qui vient à Strasbourg. Vous imaginez l'action révolutionnaire, hein, faire participer à une manifestation. Ça veut dire que nous nous habituons à une élévation de la violence sociale, de la violence de l'ordre établi pour maintenir l'ordre. Vous avez un ministre de gauche qui a l'air de faire un concours avec son prédécesseur dans le passé, Jules Mock, qui lui aussi faisait tirer sur les ouvriers. C'est avec des balles, maintenant c'est avec des flashballs. C'est une espèce de compétition pour qui va être le plus dur, le plus austère, le plus violent, va contrôler le mieux. Les mots deviennent d'une violence terrible. Ça veut dire que pour vous, François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy?
Ça, c'est ce que je veux pas dire. Vous le savez aussi bien que moi. Non, mais c'est la question que je vous Non, pose. mais c'est pas ce que je viens de dire. C'est pas, si vous voulez, ça, c'est le petit jeu. Bon, alors, c'est pas ça l'intéressant. Il faut sortir de ce petit jeu-là. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire cette montée. La chaîne va craquer. Vous avez eu 1 million de personnes en grève générale au Portugal. Personne n'en a parlé. Le secrétaire général de la CGT portugaise, qui est l'équivalent de la CGT française, a appelé à la démission du gouvernement. C'est ça, parlons d'autre chose. Est-ce que vous Il craignez... y a eu tout le week-end des manifestations à Madrid, des millions de gens. Parlons d'autre chose. Mais on va essayer de parler de la France et après on parlera Oui, de... bien Par sûr, rapport- on parle d'autre chose. Il y a l'Italie. Est-ce Oui, que oui. vous pensez que cette même situation peut arriver en France et assez Évidemment. vite, hein? Bien sûr. Est-ce qu'il y a tous les ferments? Est-ce que... Oui, dans toute l'Europe, il y a les mêmes conditions qui sont réunies, qui sont en train de se réunir, qui nous emmènent au chaos. Là, nous sommes partis sur une progression du chômage qui rejoint l'hypothèse la pire de celle que les économistes du Front de gauche m'avaient transmise. Moi, c'était pour qu'on modère les choses. Oui. On était parti sur l'année 2013, en application de la politique de François Hollande, plus 300 000 chômeurs. Les camarades me disent maintenant, c'est parti pour 500 000. Et après, vous me demandez à moi si je souhaite le chaos. Mais c'est eux qui l'organisent, le chaos. Mélenchon, vous raisonnez comme s'il n'y avait pas une crise de la dette, comme s'il n'y avait pas effet, il y en a une pas. situation à épurer. Vous contestez le fait qu'il faille Absolument. dégonfler la dette. Mais bien, absolument. La dette est une fabrication politique. L'Espagne avait les meilleurs résultats du point de vue de Maastricht, pas de Jean-Luc Mélenchon. Ils avaient les meilleurs résultats en termes de niveau de la dette publique, en termes tous les critères de Maastricht, ils les respectaient. Et ils se sont effondrés. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert la porte à la spéculation financière en Grèce, que Madame Merkel applique une politique pour toute l'Europe qui correspond aux intérêts des retraités allemands par capitalisation, je vous le dis depuis 2 ans, et maintenant toute l'Europe est en train de plonger. Il y a une stratégie de la dette pour briser les reins au peuple et aux salariés des pays d'Europe. On ne peut pas faire abstraction des marchés. Vous avez vu avec les élections italiennes que les bourses sont effondrées. Comment on fait? On peut pas. Eh bien, je vous nier propose ça. la chose suivante. Supprimons les parlements, supprimons les journaux et attendons pas de ce que les supprimer. marchés nous disent de faire. Voilà, c'est la Mais on peut solution pas. qui me paraît raisonnable. Non, mais on peut pas et donc, supprimer les ils marchés, diront, c'est ça. divisez par 3 votre salaire, Madame Malicorne, parce qu'il faut quand même bien être raisonnable, vous aussi. Hein, voilà. Alors, Mais voilà, il n'y a pas de fin à ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que soit vous sortez démocratiquement par des gens qui vous proposent un programme de rupture, soit vous aurez la violence. Vous ne pouvez pas échapper, il n'y a pas de voie au milieu. Au milieu, c'est la politique qui s'applique, c'est-à-dire la rigueur et l'austérité sans fin. Les peuples ne le supporteront pas. C'est ce qui s'est passé dans toute l'Amérique latine. C'est ce qui s'est passé dans le Maghreb. Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez Alors, quoi? justement, Les on va Grecs parler- sont des On animaux? va parler des syndicats, notamment Oui. en France, avec une question de Françoise Pressoz. Oui, vous parliez de la violence d'État. On voit aussi une colère sociale qui monte dans certaines usines. Jusqu'à quel point les syndicats doivent-ils se battre pour défendre leur emploi? Est-ce Jusqu'au que bout. les occupations Vous savez quoi, d'usines jusqu'au sont bout légitimes? Mais, moi, je Est-ce suis que pas la dirigeant. violence est légitime? Moi, je ne suis pas dirigeant de syndicat, donc je ne donne ni consigne ni conseil. Voilà. Mais si on me demande ce qu'il faut faire, c'est lutter jusqu'au bout. C'est-à-dire ne jamais rien céder. Céder ne sert à rien. Vous êtes tout le temps arnaqué quand vous cédez. Les Conti, au début, ont cédé, ils ont accepté d'allonger leur journée de travail, leur semaine de travail. Ils ont accepté une diminution de salaire, ils ont été trompés, roulés dans la farine, la boîte a fermé. Ils ont tous été jetés dehors. Ceux qui ont lutté, qui ont résisté, on a essayé de les pourchasser pour les écraser. Le plan, la justice est intervenue, elle a annulé le PSE, le plan social d'entreprise. Ça veut dire que depuis 2 ans, ces gens ont raison, et c'est eux qui ont été condamnés, pourchassés, etc. Ne cédez jamais rien, camarades. Marie. Ne lâchez rien, nulle part. Marie-Ève Malouine. Vous voyez, pardon, mais je voudrais quand même dire une chose. Vous m'avez posé une question, mais permettez-moi de donner un éclairage. Regardez ce qui se passe. Par rapport à la période d'il y a 3 ou 4 ans que nous avons connue, aujourd'hui, c'est dans le secteur privé qu'ont lieu les luttes. Apparemment, personne n'a l'air de se rendre compte de ce changement. Et deuxième caractéristique, dans le secteur privé où ont lieu les luttes, les salariés disent: si vous ne voulez pas diriger l'entreprise comme nous croyons qu'il faut le faire, alors nous allons le faire nous-mêmes en faisant des coopératives. Et l'idée de coopérative, qui est une appropriation par les salariés de l'outil de production, se répand d'une entreprise à l'autre. On retrouve même ça maintenant chez les Goodyear. D'accord, qui n'était pas quand même le modèle du socialisme coopératiste au départ. Eh bien, ils se disent, voilà comment nous pouvons dominer l'outil de travail.
Eh bien, ça, c'est une caractéristique de ce que moi j'ai appelé la révolution citoyenne, c'est-à-dire la montée d'une conscience où les gens se disent, écoutez, vous êtes des bons à rien, on va s'en occuper nous-mêmes. Et ils ont raison. Alors, la question était sur le rôle des syndicats et leurs actions, jusqu'où peuvent-ils aller? Vous avez déposé une proposition de loi au Sénat pour amnistier les syndicalistes qui avaient été condamnés. Quel sens vous voulez donner à ça? Ça veut dire toutes les actions sont possibles, après on amnistie? Bon, les bourgeois, les puissants ont toujours été indignés à l'idée de l'amnistie des travailleurs et des syndicalistes. Ils ne le sont jamais de l'amnistie quotidienne et permanente pour les patrons. Je voudrais quand même le dire, les grands patrons. Hein. Mais regardons, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant les 5 années de M. Sarkozy, qui ont été, lui, il était très décomplexé. C'était la droite décomplexée, il faisait ce qu'il avait à faire. Il nous a tapé, tapé et tapé encore. On a pourchassé des gens, je dis bien pourchassé. Je viens de donner l'exemple de Conti. Je pourrais donner l'exemple de ce syndicaliste d'Alès qui est condamné, donc il s'est inscrit à son casier judiciaire parce qu'il est accusé d'avoir jeté des œufs sur une préfecture. Lui dit qu'il n'a jamais jeté d'œufs. Et d'ailleurs, le tribunal, en direct et en appel, les 2 fois lui a donné raison. Eh bien, le ministère public, c'est-à-dire le gouvernement, continue les poursuites. Donc il y a un acharnement. Vous vous souvenez de l'épisode guadeloupéen, la profitation? 55 syndicalistes pourchassés, encore aujourd'hui, ça continue. Même quand les tribunaux relaxent, c'est le ministère public qui fait appel. Il y a eu un acharnement pour criminaliser l'action syndicale. Pendant ces 5 années, les socialistes comme nous, je dis bien le PS, a soutenu toutes ces luttes, a été dans toutes les manifs, a donné raison aux camarades, à chaque fois. Et maintenant, au moment où ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à 11 au MEDEF. Ils ne cessent de caresser dans le sens du poil les patrons du CAC 40, et pour les ouvriers, rien. Pourtant, je parle des ouvriers, mais le réseau aussi éducation sans frontières. Une précision. Oui, parce que quand même, pour cette proposition de loi, vous avez dit à propos de François Hollande que vous vouliez lui tordre le bras en espérant que ça allait lui faire très mal. Vous n'allez pas un peu loin? Pourquoi c'est assez violent? Pourquoi vous voulez lui faire mal? Pourquoi vous pensez qu'il va s'opposer totalement à ce texte? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, Madame le Parlement, Je n'ai que le ministère. Je n'ai que le ministère de la parole pour moi. C'est tout ce que je peux faire. Mais le Parlement. Je rencontre le président de la République comme je vous vois là. Nous en parlons. Il me dit ah oui c'est très intéressant. Je le note. Tu as raison. On va en parler. Il ne fait rien. Je le revois une 2e fois. Il me dit ah oui mais je ne suis pas saisi. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il me balade et il me ment. Parce que Bernard Thibault a rappelé qu'il a demandé l'amnistie. Il a donc saisi le gouvernement dès le début du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et moi, je le sais d'autant mieux que c'est à sa suite que j'ai repris, moi le premier, l'argument de l'amnistie sociale que je n'ai cessé de répéter et répéter sur tous les tons. Donc, je pense que François Hollande... Bien sûr. Bien sûr quoi attendez, vous me demandez s'il m'a menti. Évidemment qu'il m'a menti. Puisqu'il me dit je ne suis pas saisi et qu'il l'est. Bon, donc il est normal à partir de là que je monte le ton. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on reste avec le béret à la main, notre bon maître, s'il veut bien nous faire un cadeau. Oui, vous êtes un peu seul parce que les communistes n'ont pas tellement aimé non plus la violence de votre ton. Ce n'est pas les communistes, je ne suis pas seul. Il y a des milliers de syndicalistes qui pensent comme moi, des milliers de Françaises et de Français qui sont de mon avis. Je ne suis donc pas tout seul. Deuxièmement, il y a une personne qui a pris une initiative personnelle, qui est Olivier d'Artigol, qui n'en finit plus de régler ses comptes avec Pierre Laurent. Moi, je suis une victime collatérale de ce conflit. C'est le porte-parole quand même. Oui, peut-être bien, mais ce n'est pas la décision qui a été prise à la coordination du Front de gauche. Il était prévu que chacun ayant son appréciation de la façon de faire, chacun se respectait, pas aller faire des interviews. Et je dis qu'on a mieux à faire dans le moment que de se diviser. Voilà. Pourquoi on a mieux à faire? Parce qu'il faut savoir, ceux qui comptent sur le fait que les socialistes leur concèdent, leur accordent, dans leur bienveillance, une amnistie se trompe sur ce qu'est le Parti socialiste. Il faut le leur arracher. Et vous n'avez qu'à voir le ton. Comment? Comme ça, c'est-à-dire en parlant, en militant, en faisant des conférences de presse, en trouvant des images un peu fortes, en envoyant des cartes postales, en signant des pétitions. Au Parlement, puisque la proposition de loi est au Parlement, donc vous avez à convaincre les parlementaires. Alors, attendez, non mais le cas... Entre le Parti communiste et le Parti socialiste au Sénat. Oui, attendez, mais justement, Madame Ecorne pose la bonne question. Donc c'est au Parlement que ça se passe, je suis d'accord avec vous. Vous avez vu la loi sur les ondes électromagnétiques déposée par les Verts? Qu'est-ce qu'il en reste à la fin? Rien. C'est-à-dire que si vous ne dites rien, si vous faites confiance au ronron, à la routine, on dépose un texte et puis on attend ce qui se passe, Sa Majesté le PS apparaît et enlève ceci, enlève cela, ce qu'ils sont en train de menacer de faire sur la loi d'amnistie. La seule garantie que j'ai, c'est que c'est Christiane Taubira qui va s'en charger. Donc, vous avez confiance en elle? Oui, j'ai confiance en elle. On va voir ce que ça donne, mais elle comprend. Parce qu'elle sait aussi
ce que peut être la férocité de la répression, elle qui vient de la Guyane, où on n'y va pas de main morte quand on s'en prend aux syndicalistes. Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que d'élever le ton. Oui. Et je veux vous dire qu'en le faisant, je sais ce que je fais. Je ne veux pas qu'on dépouille la loi d'amnistie de tout son contenu. Parce que ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, qui est une femme qui maîtrise absolument son propos et qui n'est pas quelqu'un qui dérape, elle a déjà évoqué que le fichage ADN, par exemple, continuerait à s'appliquer à ceux qui provoquent ce qu'elle appelle des graves dégradations. Mais ça, ce sont des mises en cause des biens, pas des personnes. Le fichage ADN, au départ, ça devait être pour les agressions sur les personnes. Donc vous voyez qu'il y a un glissement. L'opération que s'apprête à monter le PS, où vous savez, comme moi, qu'il y a eu une prise de bec entre M. Valls et Mme Taubira, Mme Taubira étant pour la justice, M. Valls étant pour le maintien de l'ordre établi, tous les droits au patron, vous avez entendu comment il parle, il dit « on ne peut pas laisser casser l'outil de travail ». Quel ouvrier a cassé l'outil de travail, Manuel Valls? Où? Quand? À quel moment? De quoi tu parles? Tu parles pour faire plaisir à un certain nombre de gens et tu leur annonces que toi, tu sais tenir la foule. Ben, c'est ce qu'on va voir. Vous êtes très dur depuis le début de l'émission sur Manuel Valls, aussi sur François Hollande. Et quand on vous entend, on se demande si vous ne trouvez pas Hugo Chavez, vous préférez pas Hugo Chavez à François Hollande? Ben, je ne suis pas vénézuélien, je ne peux pas vous le dire. Ça me paraît une remarque très intelligente qui va marquer notre entretien. Alors, si vous permettez, je reviens à des choses sérieuses. Thierry Mandon, hier, a dit « Je n'admets pas la fatwa de Jean-Luc Mélenchon ». Je voudrais savoir pourquoi il utilise un mot employé au vocabulaire religieux des musulmans. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le gouvernement Hollande est en guerre contre le terrorisme au Mali, donc on m'assimile à ça, aux preneurs d'otages. Et on assimile l'islam au fatwa, c'est-à-dire aux trucs violents. Je trouve que c'est un discours très curieux. Et surtout, il me dit il faut privilégier le dialogue républicain. Mais je reviens à ce que vous me disiez à l'instant. Le dialogue républicain, que ça peut être d'autre que de parler tranquillement, gentiment avec le président de la République. Je lui ai demandé si j'avais le droit d'aller en bas, dire aux journalistes. Et il m'a dit oui. Parce que d'un côté, vous êtes indigné. Vous avez du mal à me suivre. Vous parlez c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous prenez assez mal les critiques vous concernant, mais que vous, concernant les autres, ça y va vous parler de François Hollande en lui disant de lui tordre le bras, de lui faire mal. Oui. Pensez qu'il peut être choqué par ça Ça, ce sont des commentaires. Moi, ça ne me concerne pas ce que vous me dites. Si. Mais je parle. On me critique, je critique. Je ne reproche pas qu'on me critique. Vous parlez aussi du Parti communiste et de M. D'Artigol. Vous dites qu'il ne devait pas faire ça. Je parle de Thierry Mandon. N'embrouillez pas les choses, madame. N'embrouillez pas. Je parle de Thierry Mandon. Et vous dites... Oui, je réponds à la critique de Thierry Mandon. Je trouve étrange le vocabulaire qu'il utilise. Maintenant, vous voulez revenir sur M. D'Artigol. C'est un autre sujet. M. D'Artigol est membre du Parti communiste. Mais c'est ce qu'elle fait, alors il faudrait savoir. Mettez-vous d'accord, là. C'était une remarque. La question que je voudrais essayer de comprendre, sur la critique. Est-ce que vous êtes dans... Encore, est-ce que vous compris, il y a vous qui ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous êtes dans la rupture avec François Hollande ou est-ce que vous considérez qu'on peut encore travailler avec lui? Tous ceux qui m'entendent voient que je suis dans l'amitié et le... Enfin, écoutez, à quoi vous jouez là? Je suis en opposition à la politique économique de ce gouvernement qui nous mène au chaos. Je l'ai dit au départ, je l'ai dit pendant la campagne. Je n'ai pas été majoritaire, je m'incline. La tradition de gauche, c'est qu'on se désiste pour le mieux placer de manière à battre celui de droite. Mais moi, ce que je condamne, ce ne sont pas des personnes. Moi, je n'ai pas fait la guerre à Nicolas Sarkozy parce qu'il était agité. J'ai fait la bataille politique contre Nicolas Sarkozy à cause de sa politique. Et si sa politique, je la retrouve dans certains aspects en plus dur parmi ceux que j'ai fait élire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je combats. Je n'ai qu'une parole. C'est pas tout d'un coup la bienveillante cécité, l'auto-amnistie, on oublie tout, on ne parle de rien, on fait semblant. Vous savez ce que ça donne, ça, à la fin? Ça donne que tout le monde dit tout ça, c'est tous les mêmes. Et on les jette tous. Et ben voilà. Et moi, je dis oui, on les jette tous. Eux. Alors on en vient, on poursuit sur la situation économique et la croissance. Sylvie Belligan. Le gouvernement a quand même révisé sérieusement ses prévisions de croissance. C'était un peu obligé compte tenu des indications de l'INSEE, de la Commission. Donc vous êtes plutôt content de voir que finalement le gouvernement ne se fixe plus comme objectif prioritaire de respecter les 3% à la fin de l'année. C'est un principe de réalité. Il y a deux sujets différents. Il y a l'échec d'un pronostic économique et politique qui est grave, qui ne me réjouit pas du tout. Nous perdons notre temps. Moi, je crois que la France a des atouts extraordinaires en main et qu'on est en train de les gâcher parce qu'on est dans les mains de petits comptables. Comptable est un bon métier, mais ce n'est pas une raison pour gouverner un pays. Petits comptables. Mais tous les libéraux, les sociaux-libéraux et tous les partisans de la politique d'austérité sont des gens qui sont en train de ruiner l'Europe. Et j'ai dit, attendez... Oui.
Non, mais mettons quand même les choses dans la suite des événements. Au début, j'ai dit, cette politique d'austérité va amener la récession partout, y compris en Allemagne. Nous sommes en récession partout, y compris en Allemagne et en France. Donc, il n'y avait pas besoin, vous voyez, je suis qu'un modeste diplômé de lettres, pour comprendre la situation économique. Bon. Ce n'est que la conséquence de ce qui a été fait. C'est ce que vous dites. Oui. Et le fait de ne pas avoir résisté à Mme Merkel au début, le fait d'avoir essayé de faire croire qu'on avait obtenu un programme de croissance alors qu'il n'y en avait pas, le fait d'avoir signé le nouveau traité européen, tout ça, il s'est mis lui-même les garrots. Mais surtout, il a donné le signal qu'il céderait, François Hollande. Donc, comme il a donné le signal qu'il cède, les autres, c'est la fête. Et à la fin, ça se termine par un Mittal qui se moque de tous et un patron nord-américain qui nous injurie. Vous parlez de petit comptable. Le contexte économique est en train de changer. Oui, je retire petit comptable parce que c'est pas gentil pour les comptables. D'accord. C'est comme quand j'ai traité ce Yankee de primate, c'est dommage pour les singes. Oui, alors on poursuit. Donc, petit comptable, Henri Emmanuelli, qui est l'un de vos amis, l'un de vos anciens camarades du PS, dit aujourd'hui sur les retraites qu'il faut aussi augmenter la durée de cotisation. C'est un petit comptable, Henri Emmanuelli, ou pas? Ou c'était un réaliste? Non, petit comptable, on ne va pas en faire une histoire. Hein. Non, ça c'est très douloureux pour moi de l'entendre parler comme ça. Alors vous me laisserez le temps de lire exactement sa déclaration pour bien la comprendre dans son contexte, parce que c'est tellement inhabituel. On va vous préciser les choses. Non, mais c'est tellement inhabituel et nouveau dans la bouche. Il a dit en gros, il faut augmenter les cotisations retraite, mais il faut aussi se pencher sur le problème de l'allongement de la durée de cotisation, parce que la durée de vie s'allonge et que c'est normal. Et je pense qu'il voit aussi que le déficit de l'assurance retraite est quand même très fort et qu'on ne peut pas continuer d'augmenter les impôts sans arrêt. Bien sûr. Je crois que c'est ça le raisonnement. Je ne sais pas. J'attends de savoir. Ça serait un changement de pied tout à fait extraordinaire. Il l'a dit de toute manière. Alors c'est un changement de pied tout à fait extraordinaire et qui me déçoit, qui m'attriste, qui me peine, car Henri a toujours été du bon côté toutes ces années et quand c'était pas facile pour lui, c'est consternant. Tous les régimes sociaux vont être en déficit croissant du fait de l'augmentation du chômage. Donc vous aurez toujours des comptables pour arriver derrière et dire « Ah, vous voyez, c'est déséquilibré, donc il faut mettre... » Qu'est-ce qu'il faut faire aussi à l'augmentation de la durée de vie? Ça, non, vous avez déjà fait ce numéro la dernière fois, donc il ne peut pas resservir tout le temps. La durée de vie depuis la dernière réforme n'a pas augmenté de... 3 mois chaque année. Voilà, c'est terrible, il vaudrait mieux abattre les gens, je crois. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Azizar? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ridicule. Le rapport entre le nombre de cotisants, on va recommencer cette discussion qui a déjà eu lieu il y a 2 ans, le rapport entre le nombre de cotisants et l'équilibre du compte des retraites ne peut pas se faire sans qu'on regarde en même temps les progressions de la progressivité, les progrès de la productivité du travail et le nombre de travailleurs qui cotisent. Enfin, si vous ne comprenez pas ça, il y a une limite à la propagande quand même. Ces raisonnements n'ont servi à rien la dernière fois. Pourquoi voudriez-vous qu'ils servent maintenant? Ce que je vous dis, par contre, je vous demande de le retenir. Tous les comptes sociaux vont être mis en déséquilibre du fait du chômage. Par exemple, l'indemnisation du chômage. Et alors on va vous dire, ah ben vous voyez, c'est en déséquilibre, monsieur Mélenchon. Vous pouvez quand même pas admettre le déséquilibre. Vite, diminuons les indemnités, vite, allongeons la durée de vie. Donc on augmente le nombre de chômeurs. Parce que vous savez comme moi que vous pouvez toujours augmenter le nombre d'années de cotisation. C'est pas ça qu'augmente le nombre de postes de travail. Donc vous avez plus de gens qui émargent à l'indemnisation du chômage. Donc vous croyez avoir bouché un trou d'un côté, vous le creusez de l'autre. Vous bouchez un trou côté retraite, très provisoirement, et vous l'ouvrez de l'autre côté, côté indemnisation du chômage. C'est la politique de gribouille. Ils se mettent à combien pour trouver une politique comme ça? C'est absurde, ça ne tient pas debout. Boucher un trou, ça peut passer par un certain nombre de solutions. Non, ça passe par une question. Non, ça passe par une question. Le travail. Le recul du chômage. Et pour faire ça... Comment est-ce que vous faites pour décréter le recul du chômage? Voilà, du travail. Du travail. Non, le recul du chômage. Le recul du chômage, oui, bien sûr. D'abord, il y a 2 fronts. Il y a le front européen. Je le laisse de côté pour l'instant, parce que sinon, ça dépend de la décision des autres. Oui, ça dépend de la décision des autres, mais nous sommes la France. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous sommes la 2e puissance économique. De la chaise vide pour dire on n'est pas d'accord? Mais pas politique de la chaise vide. Au contraire, la politique de la chaise pleine. Il faut être là. Il faut dire ce qu'on veut. Il faut... Bon, vous voulez le mettre de côté. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de céder à Mme Merkel, qui ne comprend rien à la blague française, etc. C'est pas son truc. C'est une femme de l'Allemagne de l'Est, qui ne sait pas ce qui se passe au sud de l'Europe, qui y va d'une manière absolument provocatrice. C'est un peu germanophobe ce que vous dites, hein. Il y a ceux qui le prennent comme ça, c'est pas germanophobe, je parle de Madame Merkel. On n'a pas le droit de parler de quelqu'un parce qu'il est de l'Allemagne de l'Est, vraiment. C'est la vérité, non? Vous êtes au courant que l'Allemagne de l'Est a été un pays qui n'a pas été très démocratique. Bon,
Moi, ce que je veux en dire... Maintenant, l'Allemagne Mais non, mais l'Allemagne pose un problème à l'Europe, monsieur. Ne tournez pas autour du pot, je ne suis pas germanophobe, je dénonce le gouvernement conservateur allemand. Ne transformez pas les problèmes, Frédéric Aziza. Ne jouez pas à mettre de l'huile sur le feu pour provoquer l'incendie. Car, je vous le rappelle, les blessures s'ouvrent sur les vieilles cicatrices. Les Allemands, tels qu'ils sont gouvernés, sont un problème pour toute l'Europe. Si vous n'êtes pas au courant, monsieur Aziza, eh bien promenez-vous, allez voir ce que disent les Grecs, allez voir ce que disent les Portugais, les Espagnols. C'est moi qui lutte contre la germanophobie en parlant comme je le fais. Je dis que c'est une affaire politique, mais la germanophobie est en train de monter dans toute l'Europe. Je vous le dis si vous ne le savez pas. Je vous le dis, et c'est très grave. Bien, donc je reviens à la question de l'Europe. Il faut changer de ligne politique en Europe. Nous, les Français, nous pouvons bloquer la machine merkeliste. Deuxième élément, avoir un élément d'entraînement de l'économie. Je dis sur tous les tons le contraire de ce que dit François Hollande. François Hollande dit « Je donne 20 milliards aux entreprises, ça va améliorer leur compétitivité, qu'elles produisent ce qu'elles veulent, des chewing-gums, des stylobies, des cornettes, des trompettes, des castagnettes ou des trains, ils s'en fichent. » J'ai jamais entendu parler comme ça. Mais, non, mais la politique de l'offre, c'est ça que ça veut dire. La politique de l'offre, c'est j'allège, je fais descendre le coût du travail, mais je ne vous demande rien. Je ne vous demande pas ce que vous produisez, je ne vous demande pas ce que vous faites, je ne vous demande pas dans quelles conditions c'est. Il dit quoi? L'inverse, la planification écologique. Écoutez-moi bien. Je ne cesse de dire sur tous les plateaux où je passe, la France est le deuxième territoire maritime du monde. Nous avons un trésor devant nous. La moitié de la population française vit à moins de 100 km des côtes. Par conséquent, que ce soit en termes de lycée professionnel, de pratiques culinaires, d'aquaculture, de réparation des navires, de désamiantage des navires, d'entrée dans la mer avec les hydroliennes, les éoliennes, c'est une énorme économie qu'on peut développer en maîtrisant de manière écologique notre expansion vers la mer et la bifurcation des énergies et la bifurcation du modèle énergétique. On ne passera pas à côté de ça. Je n'arrive pas à imposer ce débat. Quand je l'ai dit devant M. Cahuzac, il a répondu « Ah ben la mer, oui, je ne sous-estime pas l'importance du commerce maritime. » Il n'a rien compris du tout, ce type. Et les autres non plus n'ont pas compris. Donc j'adjure qu'on pense que la France est une grande puissance, qu'on arrête de regarder le bout de nos pieds, Madame Merkel comme étant l'espèce d'indépassable horizon de la pensée politique en France. La France est grande et forte. Et moi, je suis prêt à m'en occuper comme ça. Avec un président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui fait une proposition. Il répondait à M. Cahuzac qui disait qu'il fallait trouver 6 milliards de recettes supplémentaires pour 2013 et Claude Barthelone a dit attention, on ne peut pas augmenter encore les impôts. Il a raison. Ben, je ne sais pas de quoi ils parlent tous les deux, hein, parce qu'on va recommencer pour la 10e fois. Alors bon, recommençons. S'il faut trouver 6 milliards de plus, il faut les trouver dans l'activité, il faut les trouver dans l'impôt. Alors il dit on ne peut pas augmenter les impôts. Ah bon, parce qu'on les a augmentés pour qui là récemment? J'aimerais quand même qu'on regarde un peu près. Vous savez tous que feu la taxe à 75%, transformée en taxe, provisoire. Sur ce plateau, je vous ai expliqué que ça existait nulle part au monde, un système où on passait de 45 à 75. Personne n'écoutait à l'époque, parce que comme je suis front de gauche, je suis censé rien connaître à l'économie. C'est moi qui connais à l'économie, c'est pas eux. Ils ne la feront pas, la taxe, aux Français? Bon, on va voir. Attends, on va faire toujours le crédit de la bonne volonté, parce que si jamais je dis que d'avant je les prends pour des pleutres, ceux qu'ils sont, bon, on va dire ah là là, vous les jugez d'avance, vous ne trouvez donc rien de positif dans ce qu'ils font? Bien sûr que si. Chaque fois qu'ils font quelque chose de positif, on les aide, mais ils n'en font pas souvent. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Oui. Vous critiquez le Parti socialiste, et on a l'impression que du côté du Parti communiste, on voudrait des alliances avec le PS dans la perspective des municipales. Non mais vous, qu'est-ce que vous faites au municipal? Puisque vous êtes allié au Parti communiste, qu'est-ce que vous faites avec le PS? Ben, on va voir. C'est en train de se discuter. La ligne politique du parti de gauche, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que nous pensons que partout où on peut, il faut faire une liste qui présente nos idées. Bon, alors après, ça c'est la thèse générale. Après, il y a les situations concrètes. Lorsque le maire sortant est un front de gauche, bon, bah, il est maire de toute la gauche. Donc on ne va quand même pas, nous, aller punir les socialistes qui sont avec nous dans nos listes. On ne va pas les sortir en temps. Vous alliez avec des gens qui ne font pas la politique que vous souhaitez. Les socialistes. Si vous me laissez terminer, c'est assez compliqué. Vous voudriez qu'on dise quoi? Allez, dites ce que vous voulez que je dise. Mais c'est vous qui répondez. Alors taisez-vous. Donc regardons, laissez-moi terminer de développer une idée en cessant de me harceler sur des sujets. On vous écoute. Comment vous faites pour que vous alliez? Je suis en train de vous répondre, Frédéric Aziza. Allez-y, vous êtes donc écoutez-moi.
Je viens de vous répondre. La thèse générale du parti de gauche, mais il y a une ligne du front de gauche aussi. La thèse générale du parti de gauche, c'est les listes autonomes. Oui. Mais, suis-je en train de vous expliquer, il y a les cas où nous sommes les sortants et nous n'allons pas punir les socialistes. Et puis il y a les cas des dizaines de communes où vous avez des socialistes qui sont du même avis que nous, qui sont contre l'austérité, qui sont contre les traités européens d'austérité, qui sont contre la loi de décentralisation. On va quand même pas aller leur dire, comme vous avez une étiquette PS, on ne veut pas parler avec vous. S'ils ont envie de vous punir, vous, ils ont le droit aussi, non ? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je voudrais terminer. Donc, s'ils ne veulent pas s'allier avec vous parce que vous les critiquez trop, qu'est-ce que vous faites ? Mais nous verrons. C'est les électeurs qui tranchent. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Après, il y a les grandes villes. Il y a les très grandes villes où les élections sont souvent plus politiques que le strict sensu municipal. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien mettre ça de côté, je voudrais juste vous dire que plus important que les questions d'alliance à propos des municipales, il y a l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire une nouvelle pulvérisation des pouvoirs de l'État reportés sur les communes et les collectivités en espérant se débarrasser sur elles du poids fiscal, sur l'impôt le plus injuste, celui-là, qui est l'impôt local. C'est ça que fait l'État. Il se démembre, il s'impuissante. Il organise une division du territoire absolument invraisemblable. Non seulement entre les territoires, mais à l'intérieur du territoire communal, vous aurez la grosse agglo qui a tout l'argent et le département qui s'occupe des endroits où il n'y a personne, où il n'y a pas d'industrie, où il n'y a pas de revenus. Donc là, c'est une désorganisation et une transformation de tout ce avec quoi nous vivons. Suivant l'endroit où vous vivrez, comme sous l'Ancien Régime, vous aurez une école différente. On ne voit pas comment vous pouvez faire des listes communes avec les socialistes. Là, on a l'impression que vous êtes vraiment en opposition à la fois localement et nationalement. Non, c'est vous. Sur tout le schéma. Je crois que en fait, vous êtes complètement découpé de la réalité. Non, ce que je raconte, ce que vous nous dites, hein, c'est tout. Oui, mais j'ai bien compris, mais ça ne m'empêche pas de vous dire vous êtes hors de la réalité. Parce que ce que je suis en train de vous dire, d'innombrables élus locaux, socialistes, écologistes le disent comme moi. Ça prouve le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une large surface d'accord sur le terrain. Et que c'est le PS rue de Solferino qui va avoir beaucoup de mal à faire passer la ligne d'après laquelle les collectivités locales, mairies, départements, agglos, etc., doivent être les relais de la politique d'austérité. Parce que les élus socialistes ne veulent pas être les relais de la politique d'austérité. Donc c'est moi, dans ce que je dis, qui ouvre le champ le plus large de rassemblement. Et ce sont les socialistes qui divisent le plus profondément la gauche aujourd'hui. Un dossier à régler au sein des collectivités locales et des mairies, les rythmes scolaires, Marie-Ève. La réforme de Vincent Peillon, c'est une réforme qui a été annoncée et sur le terrain, ça a du mal à passer. Est-ce que vous pensez qu'il faut du temps ou est-ce qu'il faut laisser tomber cette réforme des rythmes scolaires ? Clairement, il faut... il y a un contenu technique très important dans cette affaire et on ne peut pas le comprendre de l'extérieur. Parce que, par exemple, les 4 jours et demi, je connais peu de monde qui soit contre. Bon. Non, tout le monde était d'accord. Ouais, mais comment on fait après ? Tout est dans le comment faire. Bon, si vous arrivez... Bon, moi, je veux pas jeter de l'huile sur le feu. C'est déjà assez compliqué comme ça. Bon. Ce que je sais, c'est que toute politique qui vise à se décharger sur les collectivités locales d'un nombre croissant d'activités sous prétexte de périscolaire. Parce que je vous signale qu'on est en train d'évoquer le fait que passent dans le périscolaire des choses qui ne s'y trouvaient pas, comme le sport, comme les arts, etc. Tout le monde fait non, il y avait déjà du périscolaire payant. Mais déjà, c'était pas fameux qu'il y ait du périscolaire payant différent d'une ville à l'autre, puisque toutes les fédérations de parents d'élèves se battent pour la gratuité. Deuxièmement, c'est une charge pour les familles. Et troisièmement, on est en train d'en étendre le champ. Donc les enseignants sont extrêmement méfiants sur cette affaire. Et ils ont raison. Les communes aussi, parce qu'elles se disent, c'est nous qui allons payer. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Avec l'impôt. L'impôt local est le plus injuste. C'est un impôt qui ne tient aucun compte des revenus. Donc la réforme va à une paralysie qui est déjà d'ailleurs actée, puisque vous avez vu que le maire de Lyon reporte à 2014, le maire de Paris qui a voulu faire du zèle s'est fait carboniser, exploser en vol. Mais qui là en face de lui, c'est pas des irresponsables, enfin quand même. J'ai entendu parler de corporatifs des enseignants. C'est des amis de Jean-Luc Mélenchon. Me dit-on. Et on dit que vous mettez de l'huile sur le feu dans le cas de ce conflit, c'est vrai ou pas ? Alors dans ce cas, j'ai beaucoup d'amis. Maintenant, ça sera, je crois, le cas le plus souvent. Chaque fois que quelqu'un est de gauche et n'est pas d'accord avec les socialistes, il vient vers nous, c'est normal. Mais je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, nous, on n'a rien convoqué. C'est pas notre. Est-ce que cette réforme peut être appliquée ou est-ce qu'il faut laisser tomber ? Ils ont démarré. Alors, ils n'ont qu'à continuer. Mais vous, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous dites aux enseignants ? Essayez de vous entendre ou est-ce que vous dites continuez de vous battre contre cette réforme ? Vincent Peillon est un homme intelligent. Il a parfaitement compris que ce truc est déjà auto-bloqué. Voilà. Alors du coup, il a fait une diversion. On est passé maintenant aux vacances d'été. Et je découvre avec
Ça me fait de la peine parce que je connais Vincent Payon et pour les vacances d'été, là, il reprend les revendications de l'industrie du tourisme. Donc, avec ce qu'il a fait sur les jours d'été, non mais attendez, ça a une très grande importance, c'est que ça a éclairé le sens de la décision qu'il prenait sur les rythmes scolaires. C'est-à-dire que son objectif, ce n'est pas ce qu'on nous a dit sur l'enfant et le reste, c'est une organisation de la place de l'école dans l'économie. Alors si c'est ça le sujet, il faut prendre le problème de l'école dans un sens beaucoup plus large. D'abord, premièrement, ne pas les fiches la pagaille dans le primaire, je vois pourquoi, c'est un endroit qui marche. Et deuxièmement, il faut avoir une pensée sur la place, pardon, mais si vous supportez aucune réponse... Oui, c'est pas ça, c'est qu'il nous reste 3 minutes, on a encore 3 questions à vous poser. Oui, ben non, il n'y aura pas. Alors, je termine sur ce que j'étais en train de dire. L'organisation de l'école en France doit maintenant faire l'objet d'un travail global extrêmement sérieux, où la question de la qualification doit être reposée au centre de l'école, et pas tous les bavardages que j'ai entendus sur l'école, parce que si notre pays, non seulement perd ses usines, mais en plus est incapable de donner une qualification professionnelle, c'est-à-dire d'unir les savoirs généraux et les savoirs techniques, notre pays va dans le mur. Voilà, voilà la priorité. Vous souhaitez que la réforme en reste là. Permettez-moi de vous dire que les vacances d'été à côté de ça, c'est vraiment... Vous souhaitez donc que la réforme en reste là, on a bien compris. Sylvie Maligrand. À propos du Mali, Laurent Fabius avait annoncé qu'il y aurait un début de retrait des forces françaises au mois de mars, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça? Oui, bien sûr. Et c'est souhaitable? Ça, c'est eux qui l'évaluent, parce qu'une fois que la guerre est commencée, les aspects techniques et politiques l'emportent sur tout le reste. Est-ce que le nombre des troupes africaines présentes maintenant peuvent prendre le relais? Bon, on n'aura jamais aucune réponse aux questions que j'ai posées moi. C'est-à-dire, quelle était la base dans le droit international de cette intervention? Comment avons-nous pu être pris par surprise alors que nous disposons de satellites qui font des photos de moins d'1 mètre? Comment est-ce qu'on peut être pris par surprise dans un endroit qu'on surveille depuis plus d'1 an, dans un désert donc il n'y a même pas, je veux dire, il n'y a pas l'ombre des arbres pour cacher les gens. Et on ne saura pas non plus à qui on va remettre le pouvoir une fois qu'on va évacuer les villes que nous occupons aujourd'hui et que nous avons libérées. Marie Malouine, dernière question de l'émission sur le pape. Sur le départ du pape, et qu'est-ce que vous retenez de lui? Qu'attendez-vous de son successeur? Moi, il ne m'inspire aucun regret. Ça a été un homme d'une extrême cruauté contre les prêtres de la théologie de la libération qui militaient avec les gens de gauche dans toute l'Amérique latine. C'est lui qui a désorganisé, persécuté, pourchassé les prêtres de la théologie de la libération, dont Ricardo Boff, qu'il a condamné au silence. Alors son successeur? C'est vous dire le genre de démocrate que c'était. Bon, il se comporte comme un être qui a un rapport à la religion extrêmement bureaucratique. Donc il a pris sa retraite, dit-il. Bon, le précédent est mort à la tâche, mais je vais dire ça, c'est juste pour les gens qui connaissent quelque chose à la théologie. Il faudrait savoir si la désignation d'un pape est le résultat d'une élection, c'est-à-dire d'une action humaine, ou si c'est une grâce. Si c'est une grâce, on ne s'en sort pas. Donc je trouve qu'il a eu, d'un point de vue théologique, un comportement de bureaucrate de l'Église. Mais bon, au revoir. Vous n'avez pas de courage du tout dans le fait qu'il abandonne les fonctions? C'est pas moi, j'ai mauvaise grâce à me mêler d'affaires qui ne me regardent pas, mais non, je ne vois pas où est le courage là-dedans. Ratzinger a fait un mal fou à l'Église populaire d'Amérique latine. Et moi, je ne lui pardonne pas, parce que là-dedans, il y a des gens qui ont été des héros de la lutte avec nous. Et d'ailleurs, tous les dirigeants de la gauche actuelle en Amérique latine sont tous rattachés à la théologie de la libération, au point que parfois, c'est un peu pénible à supporter pour un Français. Donc ça vous donne envie de devenir catholique à la manière des dirigeants de gauche d'Amérique du Sud? Non, c'est pas ça. Je trouve pas drôle les plaisanteries sur les convictions intimes des gens. Merci Jean-Luc Mélenchon, c'est la fin de Question d'Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.